Bienvenue dans le podcast Trends Bourse, avec un regard sur l'actualité économique et vos investissements par Gaël Poncelet, journaliste chez Canal Z, et Guy Legrand, journaliste chez Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de KeyTrade Bank, le leader incontesté du marché du trading en ligne en Belgique. Bonjour à tous, nous voilà à l'aube des vacances d'été. Avant de partir en vacances, bien méritées évidemment, nous vous proposons un numéro un peu spécial. Dans ce Trends Bourse, nous allons tirer les grandes leçons de cette première partie d'année. Bonjour Guy Legrand. Bonjour Gaël, bonjour à tous. Alors on va commencer avec Nvidia, incontournable, il a dominé l'actualité ces dernières semaines. Il traîne évidemment une question récurrente ici à la rédaction. Nvidia est-elle devenue trop chère ? Peut-elle encore continuer vers les sommets ? C'est vrai que Nvidia est une valeur qui a fait l'actualité, dont le cours a explosé. Et j'ai été voir des chiffres début juin, quand, jour historique, c'était le 5 juin si je ne me trompe, quand l'action a dépassé les $1,200, assez largement même à un moment donné, c'était avant le split évidemment, et que la capitalisation a dépassé la barre extraordinaire des 3 000 milliards de dollars. Nvidia, à l'époque, avait fait plus 150% depuis le début de l'année, plus 3200% sur 5 ans. Petit rappel, ça ne s'est pas passé comme un long fleuve tranquille. L'action Nvidia avait chuté de 2/3 en 11 mois à peine en 2022, avant de faire x10 en un an et demi. Donc, ce n'est pas une obligation indexée qui progresse comme ça tout doucement. Quoi qu'il en soit, au moment donc où cette action avait franchi les $1,200, que pouvait-on observer en matière de cherté ? Le traditionnel rapport cours-bénéfice, noté PE, Price Earnings en anglais. Souvent, on voit PI dans la littérature. Ce PI était, suivant les sources, de 70 ou de 85. Ça dépend du panel d'analystes que l'on prend en compte. C'est l'occasion de rappeler au passage que la finance n'est pas une science exacte et que l'on peut voir des chiffres différents parfois. C'est pas pour ça que l'un des deux est faux. Bon, petit rappel donc de ça. Alors, 70 ou 85, oui, c'est énorme, parce que le rapport cours-bénéfice, donc le fameux PI, est de 28 seulement entre guillemets, pour l'ensemble de la bourse américaine, c'est-à-dire pour l'indice Standard & Poor's 500. Il est un peu supérieur encore pour la bourse technologique du Nasdaq. Donc, c'est plus du double, voire presque le triple. Donc, de ce point de vue-là, à première vue, encore une fois, oui, Nvidia est devenue très chère. Alors, trop chère. En réalité, il faut corriger par la croissance, parce que Nvidia affiche une croissance très supérieure à la moyenne, très supérieure à celle d'autres vedettes technologiques. La preuve en est, le bénéfice par action, $3,34 en 2023. Pour cette année, on attend $13. Bon, ça fait à peu près x4. Et pour l'année prochaine, les avis des analystes, c'est 26, donc encore un doublement. Donc c'est énorme. Alors, il faudrait prendre ça en compte, évidemment, pour juger de la cherté. Et il existe un indicateur, un ratio, plus précisément, qui est très peu utilisé parce que sujet à caution, mais qui est quand même très intéressant à observer. C'est le ratio PEG. Donc PE pour Price Earnings et G pour Growth, la croissance. Le ratio PEG, que nous dit-il ? Petite information quand même, ce ratio PEG, cette croissance est anticipée, je ne veux pas dire mesurée, est anticipée sur 5 ans. On comprend bien qu'une anticipation sur 5 ans est sujette à caution, elle est même assez aléatoire. Certains diront c'est de la boule de cristal, pour ne pas dire le doigt mouillé. Mais bon, il n'empêche que c'est quand même basé sur des études, des analyses qui sont sérieuses, à défaut d'être certaines. Qu'observe-t-on ? Que le ratio PEG de l'action Nvidia a fort augmenté, c'est vrai. Il était de 0,6 en janvier. Début juin, il était passé à 1,50. Oui, mais qu'en est-il du reste du marché ? Eh bien, le ratio PEG de la bourse américaine dans son ensemble, encore une fois, le Standard & Poor's 500, il est de 4,4. Donc 3 fois le ratio PEG de Nvidia. Donc, si on tient compte de cette croissance, et pour autant qu'on puisse se fier au calcul fait pour ce ratio PEG, l'action Nvidia est en fait 1/3 seulement, elle est 2 fois moins chère, 3 fois moins chère que l'ensemble du marché. Alors, Nvidia, à première vue,
très cher. À seconde vue, très bon marché. On va dire que la vérité est peut-être un peu entre les deux, ce qui explique en tout cas qu'en dépit de ce cours stratosphérique, de ce rapport cours-bénéfice très très élevé, il y a toujours un fort courant optimiste à l'égard d'NVIDIA. La plupart des institutionnels ne sont toujours pas vendeurs et certains sont même encore acheteurs. Donc attention, le prix à première vue n'est pas toujours le prix à deuxième vue, ce qui est un élément récurrent en bourse. J'allais dire, c'est vrai que c'est un enseignement qu'on a eu plusieurs fois tout au long de cette première partie d'année, c'est de ne pas toujours s'arrêter aux premiers chiffres qu'on voit et parfois de pouvoir regarder un petit peu plus loin. C'était l'un des enseignements récurrents, comme vous l'avez dit, de ce premier semestre. Alors, autre valeur dont on a pu tirer quelques leçons aussi en cette première partie de 2024, c'est Solvay. Ça, c'est un cas également très intéressant et à mon avis riche d'enseignements. On se souvient, nous avions recommandé Solvay en début d'année. On avait insisté sur le fait que cette action était fortement sous-évaluée et ce fut le cas. Alors, ce n'est pas un phénomène unique, c'est aussi une observation assez récurrente sur les marchés qui est intéressante à souligner parce que le petit investisseur pourrait se dire « moi je pars perdant, j'ai pas l'occasion de faire de calculs très compliqué, je suis obligé de me fier à ceux qui sont faits par les professionnels. Est-ce que je ne suis pas un peu perdant au départ ? Non, il est très fréquent que le marché se trompe ou qu'il soit distrait. On se souviendra éventuellement certains des années 80, lorsque une action ayant doublé, certains fonds, certains professionnels institutionnels commençaient à la vendre. Donc, ça a doublé, c'est fabuleux. Et puis l'action a fait encore x3 durant les quelques années qui ont suivi. Il y a eu pas mal de cas de ce genre, parce que certains n'avaient pas compris que le renouveau du capital à risque qui s'est produit durant les années 80 nous faisait entrer dans une ère nouvelle. C'était un nouveau paradigme. Ceux qui ont compris ça ont fait d'excellentes affaires et ont pu battre de nombreux professionnels qui ne l'avaient pas compris. Et je me permettrai de raconter une petite histoire ici, un cas différent, c'est les années 90, donc on a dépassé ce changement de paradigme qui a pu induire les gens en erreur dans les années 80. À l'époque était cotée en bourse la Société nationale de crédit à l'industrie, une banque moyenne, pour 50% en main de l'État et l'autre moitié cotée en bourse. Donc, on pouvait l'acheter, le petit comme le gros investisseur pouvait l'acheter. En 1990, l'action valait 9 000 francs. Et puis, elle a fortement chuté. On l'a vu à un minimum de 3 600 francs à peine en 91. On dit, que se passe-t-il ? Ça vaut combien, cette action-là, finalement ? Alors, quand on gratte un petit peu, on se rendait compte que le marché, visiblement, ne comprenait pas ce qu'était la SNCI. Certains vous disaient, par exemple, oui, mais écoutez, l'État qui est actionnaire à 50% oblige la banque à faire des prêts à des entreprises qui en ont fortement besoin parce qu'elles sont en difficulté. Ces prêts sont quand même un peu dangereux, donc il faut faire attention à ça. Oui, mais ce que ces gens semblaient ignorer, c'est que les prêts consentis à des entreprises un peu en difficulté se faisaient à un taux assez élevé, attrayant a priori, et surtout, quand l'État demandait à la banque de faire un prêt de ce genre, il donnait sa garantie. Donc la SNCI avait pour une partie de son activité l'octroi de prêts à taux élevés et sans risque. C'est un business model quand même assez fabuleux quand même que d'avoir un gros rendement sans risque tout de même. Ce n'est pas tout. Par ailleurs, beaucoup ont oublié aussi que la SNCI était un gros propriétaire immobilier. La banque possédait son siège, la tour Astro, bien connue à Bruxelles, possédait ses sièges régionaux, possédait aussi une bonne partie de ses agences, il y en avait quand même plusieurs centaines, et je me souviens d'avoir été trouver le patron de Jones Lang Wotton, qui était le grand courtier en bureau à Bruxelles à l'époque. On a un petit peu examiné combien vaut la tour Astro. On s'est rendu compte que la tour Astro valait 4 000 francs par action SNCI. Donc vous aviez une action qui cotait un peu moins de 4 000, et en fait, dans cette société, il y avait un actif qui valait déjà 4 000. Et avec le reste du patrimoine immobilier, on arrivait facilement au double, on arrivait facilement à 8 000 francs par action. Et le marché a compris ça, et 2 ans plus tard, en 1993, l'action était revenue à 9 000 francs. On dit, ce coup-là, c'est sans doute bien payé. Oui, mais pas trop. Parce que 2 ans plus tard encore, on est en 1995, la CGR, la Caisse d'épargne qui sera mangée par Fortis ultérieurement, fait une OPA à plus de 10 000 francs par action. On dit, oui, ça valait quand même plus de 10 000. Encore un peu plus.
il y a une contre-OPA d'une autre banque. Et surenchère de la CGR qui finalement a offert 11 315 francs par action. Alors, on se rend compte que finalement, le marché boudait une action lorsqu'elle cotait moins de 4 000 francs. Et quelques années plus tard, on s'aperçoit qu'on est prêt à racheter l'entreprise pour 11 000 francs par action. Le petit investisseur, habilement conseillé, je pense notamment à Roland Leuchel, qui était nommé le gourou de la bourse à l'époque, a beaucoup insisté là-dessus. C'est un de ses mérites, un de ses nombreux mérites d'ailleurs. Le petit investisseur qui l'a suivi a fait des affaires en or. Cette action était monstrueusement sous-évaluée par le marché, qui n'a pas daigné gratter un petit peu ce qu'il y avait derrière. Et donc, a priori, on peut considérer finalement que Solvay est un exemple du genre. Mais oui, c'est un exemple du genre, dans une moindre proportion, bien entendu, mais tout de même. Alors, bon, il faut peut-être souligner une chose, c'est que les professionnels, les gros investisseurs peuvent avoir de bonnes raisons de négliger des actions dans la mesure où l'entreprise est assez peu importante, il n'y a pas beaucoup d'actions sur le marché, il dit, même si elle en vaut la peine, moi, je veux la mettre dans mon fonds, il m'en faut 10 000, j'arriverai jamais à en acheter 10 000, on en négocie 300 sur la semaine, c'est pas possible. Donc il y a de bonnes raisons, mais parfois il y a de mauvaises raisons. Et je reviens donc à Solvay, comme vous le dites, en début d'année, nous l'avons pas mal conseillé, pourquoi ? Parce que cette action valait 20, 22, 24 euros. Or, on savait, on l'a souligné à l'époque, que le groupe avait annoncé en décembre dernier que c'est la nouvelle Solvay, donc l'industrie de base, pour simplifier, qui allait percevoir l'essentiel du dividende, soit 2,40 euros par action. Mais une action qui cote 22 ou même 24 euros avec un dividende brut de 2,4, ça fait 10% de rendement brut. Non. C'est trop, c'est pas possible. On l'a souligné, et à juste titre, car tout à coup, début mai, l'action commence à bondir. Elle arrive à 30 euros, 32, 34. On l'a vu à 36 euros même. Donc elle a augmenté de quasiment 50%, grosso modo, en 2 mois et demi. Oui, le marché avait négligé Solvay. Et en fait, il était très simple, même pour l'investisseur particulier ne s'y consacrant pas à temps plein, de se rendre compte que cette action valait plus que ça. Et il y a moyen de gagner pas mal d'argent. Alors évidemment, dans cette rétrospective de ce premier semestre, on ne peut pas, Guy, faire abstraction de la saga inflation. Mais évidemment, c'était la saga du premier semestre et il est facile d'affirmer que ce sera la saga aussi du second semestre, en tout cas dans les mois... prochaines années. Voire des prochaines années, oui. Et en tout cas dans les mois qui viennent. Parce que cette inflation, on l'attendait en fort recul, et ce recul ne s'est toujours pas produit ces derniers mois. L'inflation a un petit peu remonté, et puis a de nouveau rebaissé. N'oublions pas ce qui s'est passé au niveau des banques centrales, aussi bien la BCE que la Fédérale Réserve américaine, quelques jours plus tard, a rehaussé sa prévision d'inflation de 0,2%. Ça n'est pas très bon. Visiblement, là, on est un petit peu en panne. Il y a un autre élément qu'il faudra surveiller en automne, c'est la reprise de la production pleine par l'OPEP. C'est attendu donc en octobre, ça a été annoncé pour octobre. Plus d'offres, ça pourrait signifier que les prix se détendent. Aux États-Unis, on remarque que la demande de pétrole est plus faible que d'ordinaire durant les mois d'été. On regardera aussi les décisions, évidemment, de la FED et de la BCE. La FED a dit une seule baisse de taux. Est-ce que la BCE va baisser ses taux en septembre ? Certains y croient, d'autres n'y croient pas du tout. Et alors, dans l'immédiat, et ça c'est pour les jours prochains, il y a ces fameuses élections françaises. On se souvient que début juin, ce fut un véritable coup de tonnerre que la victoire du Rassemblement national aux élections européennes en France. Coup de tonnerre aussi que la décision du président Macron d'appeler des élections anticipées. Non, il a très mal pris la chose. Ça l'a beaucoup vexé. Alors, est-ce qu'il a eu raison de... Mais on saura ce qu'il en est dans les jours prochains. C'est la première chose que l'investisseur suivra de près. C'est donc dans quelques jours à peine. Ça, c'est vraiment le court terme. Alors évidemment, dans cette inflation, et que vous l'avez mentionné, il y a plein d'événements et il y a donc toute une conjoncture qui vient s'ajouter aux perspectives d'inflation des prochaines années. Mais oui, l'inflation dépend aussi bien sûr de la conjoncture. Une conjoncture très soutenue provoque de l'inflation et inversement. Alors, ce qu'on observe en fait, c'est que cette croissance est en train de reprendre en Europe, timidement, mais elle reprend quand même.
et elle est en train de faiblir aux États-Unis. En dépit de tout ce qu'on peut dire sur les dépenses de consommation des ménages américains, le chômage toujours au plus bas. Premier trimestre, on s'en souvient, la révision qui a eu lieu de la croissance du PIB, 1,3% au lieu de 1,6%, c'était attendu. Enfin, n'empêche que c'est quand même pas beaucoup, 1,3%. On vient de plus de 3% fin 2023. Et pour l'ensemble de l'année, la Fed a fait des prévisions. Elle attend maintenant 2,1% de croissance contre 2,5% l'année passée. Donc il y a une croissance moindre aux États-Unis. Alors c'est le contraire en Europe. On passerait de 0,4 à peine l'an dernier pour la zone euro à 0,7 cette année. Ce n'est pas énorme. C'est un tiers seulement de la croissance américaine. On vient de 1/6 à peine l'an dernier. Donc il y a un phénomène de relative convergence entre les États-Unis et l'Europe, au contraire de ce qu'on a observé ces dernières années. Qu'est-ce que ça signifie pour les bourses ? On laissera aux analystes le soin d'examiner la chose. Il n'y a rien que l'on puisse affirmer de manière péremptoire, mais c'est quand même intéressant à se souvenir que l'Europe est en hausse et que les États-Unis sont un peu en repli. Et pour la suite de l'histoire, ce sera au mois de septembre, évidemment. Voilà qui clôture cette première partie de l'année 2024 et tous ces enseignements enrichissants. Guillaume, on se retrouve donc fin août avec plein de nouvelles actualités. Plein de nouvelles actualités et après des vacances bien méritées, comme vous l'avez dit. Bonnes vacances et puis bonnes vacances à vous également, chers auditeurs. Et à très très bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà pour cet épisode du podcast Trends Bourse. Vous pouvez lire plus d'astuces, de conseils et d'analyses pour vos investissements chaque semaine dans Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de KeyTrade Bank, le leader incontesté du marché du trading en ligne en Belgique.